Bonjour à tous. Donc en effet, je suis Mathieu Jouzel, solution ingénieur à Beyond Trust. Et je vais vous parler aujourd'hui de comment sécuriser les accès, notamment des prestataires, des vendeurs, etc., aux environnements qu'on va considérer comme critiques. Donc rapidement, aujourd'hui, on va faire une partie présentation, une partie de démo. Sur la partie présentation, on va voir un petit qu'est-ce qui peut être défini comme un environnement critique, même si ça va changer pour chaque entreprise. Quelles sont les directives qui les concernent en termes, quelles sont les normes, etc. Quelles sont les contraintes de sécurité qui vont concerner ces environnements. Je vais vous parler un peu de PAM, le Privilege Access Management que Beyond Trust fait. Et donc on est spécialiste. Et justement, pourquoi on va pouvoir et comment on va pouvoir proposer une solution pour sécuriser ces accès pour les prestataires, les vendeurs et même les administrateurs internes. Et donc on le verra tout ça dans une démo avec deux scénarios de l'accès distance d'un prestataire et la collaboration entre un prestataire et un vendeur sur une session. Donc c'est quoi un environnement critique? C'est quoi un accès critique? Je prends une définition du CISA aux États-Unis que je trouve assez parlante, qui dit que les actifs critiques sont ceux qui permettent le maintien des opérations de l'entreprise. Ça peut être très vague, ça peut être très large, ça peut être des actifs physiques, ça peut être des actifs IT, ça peut être des actifs OT. Donc globalement, ça va être un actif. S'il tombe, s'il est compromis, ça va réduire les performances financières de l'entreprise et mettre en péril potentiellement l'entreprise. C'est quoi les contraintes qu'on va avoir sur ces environnements? Globalement, ça va être déjà l'ouverture au monde externe, notamment, on l'a vu ces dernières années avec le Covid. La convergence d'une part l'OT et l'IT, la digitalisation des différentes industries sur ces environnements critiques, qui va faire qu'on va de plus en plus ouvrir les accès, de plus en plus donner des accès distants et de plus en plus merger les différents environnements. La deuxième, bien sûr, c'est la sensibilisation à la sécurité. Ça, globalement, les attaquants, vous le savez tous, sont de plus en plus performants, sont de plus en plus pertinents dans leurs attaques, que ce soit dans le social engineering, dans vraiment les compromettre non plus les accès ou aller scanner des ports, mais ils vont vraiment compromettre directement les utilisateurs et les postes d'utilisateurs. Donc globalement, la sensibilisation de la sécurité qui doit être continue parce que les attaquants sont de plus en plus performants. La maintenance à distance, on en reparlera juste après. Globalement, notamment, j'en reparle avec le Covid, comment je donne accès à mes prestataires, comment je donne accès que ce soit ponctuellement, que ce soit de façon récurrente, comment je donne accès à un vendeur qui doit pouvoir m'aider ponctuellement sur du troubleshooting, par exemple, en ouvrant justement sur Internet des environnements critiques qu'on n'a pas forcément envie d'ouvrir sur Internet, justement. Et enfin, globalement, c'est le maintien des opérations, que ce soit le monitoring, on a plusieurs collègues ici qui font du SOC manager ou du maintien des opérations en mode full manager. Comment je donne accès à des tiers, justement, l'accès à mes environnements, parce que le SOC, ils ont besoin d'accès à des infrastructures critiques, les différents prestataires aussi. Comment justement je donne des accès à ces prestataires. On a plusieurs normes, comme j'évoquais, qui vont concerner ces environnements. J'en ai pris quelques-unes de nos voisins et des plus communes. Hop là. Tac. Hop. Tac. Globalement, au UK, eux, ils ont le National Cyber Security Center. Ils ne forcent pas, ils n'ont pas de contraintes comme chez nous. On va voir en cas de non-respect. Ils ont un framework, qui préconise certaines mesures de sécurité qu'on va retrouver globalement un peu partout, que je vais détailler un petit peu après en ce qui nous concerne. Mais chez eux, il n'y a pas d'amende entre guillemets sur ce périmètre. Si je prends nos collègues américains, eux, sur la partie État, alors il y en a d'autres, j'en cite quelques-unes, bien sûr, il y en a plein d'autres. Sur la partie publique, ils ont le Federal Information Security Management Act, qui justement définit et force un framework pour tout ce qui va être public aux États-Unis. Toutes les agences gouvernementales, que ce soit le gouvernement, mais aussi tous les organismes d'État qui vont tourner autour, sont forcés d'appliquer des mesures de sécurité qu'on va pouvoir retrouver globalement aussi chez nous. Mais ça concerne aussi toutes les entreprises privées chez eux qui travaillent sous contrat avec le gouvernement américain qui va être concerné. En France et en Europe, comme vous le savez, on a plusieurs normes. On a la loi de programmation militaire qui va concerner justement les environnements critiques pour la nation avec la protection des SIV. Et on a la NIS avec sa nouvelle version qui est arrivée plus récemment, qui va concerner non pas uniquement la France cette fois-ci, mais bien l'Europe, que je vais détailler un petit peu maintenant justement pour la protection des opérateurs de services essentiels.
L'ANIS, c'est la version 2 de l'ANIS. C'est pour quand déjà? Pourquoi j'en parle? Parce que c'est appliqué avant septembre 2024. Ça a été publié en décembre dernier, en décembre 2022. Et les membres ont 21 mois pour appliquer et mettre en œuvre les différentes normes. Faut savoir que c'est pas nouveau. C'est en effet la version 2 qui va juste élargir le périmètre, mais dans toutes les sociétés qui n'étaient pas incluses dans la première version, pour elles, tout est à travailler. Ça concerne qui? Ce qu'on appelle les opérateurs de services essentiels. Il y a une liste d'industries et de services qui vont être concernés. Après, ça reste un framework qui peut aussi concerner pas mal de monde, notamment les OIV, notamment les FSN, les fournisseurs de services numériques. Et globalement, toute entreprise qui souhaite se sécuriser, ça propose déjà un cadre qui peut être appliqué, plutôt que de partir de zéro. Ça propose déjà un cadre de sécurité qui peut être appliqué à différents degrés selon la criticité des environnements. Une des bases entre guillemets de l'ANIS, c'est l'analyse de risque, donc c'est en fonction du risque et des différents environnements, on va déployer différentes mesures. C'est quoi l'ANIS concrètement? Alors c'est une liste de mesures et il y a déjà beaucoup de lignes et c'est qu'un extrait. Ça va être déjà tout va se baser sur l'analyse de risque en fonction du risque d'un environnement, donc sa criticité, son exposition et tout un ensemble de critères qui vont être utiles à l'analyse de risque. On va définir différentes mesures de sécurité sur les équipements. Et ensuite, on va retrouver pas mal de choses, des sujets assez classiques, la gestion des incidents, la continuité des opérations de ces environnements, la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, donc tout ce qui va être en relation avec les prestataires, les fournisseurs, que ce soit le développement de logiciels, que ce soit les accès des fournisseurs, etc. Comment je sécurise toute la chaîne d'approvisionnement, la supply chain en anglais. Des bonnes pratiques en matière de cyberhygiène, qui est un sujet très large et très vague dans son nom, qui va concerner notamment toutes les politiques de mots de passe, la sécurisation des droits d'administrateur. Est-ce que je donne des droits d'administrateur, à qui j'en donne? Est-ce que j'arrive à cartographier justement qui a différents droits d'administrateur? Un volet sur la formation cybersécurité, le chiffrement et la cryptographie, le contrôle et la gestion des accès aux différents actifs qui vont être critiques, justement comment je donne accès à mes administrateurs internes ou externes à ces actifs. Et globalement, l'authentification, comment je vais pouvoir mettre de l'authentification à multifacteur à tous mes prestataires. Donc vous remarquez que j'en ai mis quelques-uns en orange, ceux qui vont nous concerner aujourd'hui. Globalement, les différentes mesures en orange vont avoir des contraintes ou des demandes concernant les accès, que ce soit les privilèges qu'on va donner à ces accès, que ce soit l'authentification qu'on va imposer sur ces accès, ou globalement comment on va sécuriser les accès à ces prestataires. La question qui se pose, c'est comment aujourd'hui on sécurise les accès des prestataires et comment on évite d'être une proie aux cyberattaquants. La réponse historique et la réponse la plus commune, c'est les VPN. On va donner des accès VPN aux prestataires, on va donner des accès aux VPN aux vendeurs quand on a besoin d'un accès sur site. Le problème d'un VPN, c'est qu'aujourd'hui, c'est assez large comme accès. On va pas avoir le détail de qui fait quoi. Pour aller rentrer un peu plus dans le détail, pourquoi les VPN sont plus suffisants aujourd'hui pour les prestataires, pour les vendeurs. Le premier, c'est que de nombreux VPN, alors pas tous, vont demander un agent déjà pour les différents fournisseurs, pour les différents prestataires. Si vous avez un incident, vous appelez un support qui fait du support H24 dans n'importe quel pays, vous n'allez pas pouvoir lui faire installer un agent. Vous n'allez pas ensuite pouvoir le déclarer dans vos annuaires. Donc la première contrainte, c'est de pouvoir installer un agent pour les prestataires. La deuxième particularité des VPN, c'est qu'on va souvent donner accès à des réseaux. Alors on peut être très granulaire sur des VPN. Par contre derrière, ça demande beaucoup de maintenance. Donc en général, on va donner un accès à un réseau. Et donc on va pas être granulaire à l'équipement ou granulaire à l'application. On va donner un accès assez large, alors que des fois, un prestataire, il a besoin d'accéder à un équipement. On va devoir malheureusement lui donner accès à l'ensemble d'un réseau pour pouvoir faire ses opérations. On n'a pas de gestion de session. Alors on verra que le PAM, justement, juste après, on va se spécialiser dans la gestion de session. Un prestataire, quand on lui donne un accès VPN, on va pouvoir tracer quand il se connecte, quand il s'est connecté à l'équipement. Par contre, on va pas savoir ce qu'il a fait dans une session et qu'est-ce qu'il a fait s'il y a un incident post-connexion, par exemple. On a assez peu de protection contre les mouvements latéraux. Alors, mouvements latéraux, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est qu'on va se connecter à un équipement. Si on veut compromettre l'ensemble du réseau, on va essayer de se balader sur les autres équipements du même réseau. Ce qu'on va appeler les mouvements latéraux. Voilà, la compromission passe aussi sur essayer d'aller compromettre les autres équipements une fois qu'on a compromis un équipement. Un VPN, malheureusement, on va donner un accès et on va pas voir ce qui se passe dans cet accès derrière, donc on va avoir peu de protection. Un terme assez générique, le zéro trust et souvent le zéro confiance. Le VPN va être assez peu compatible avec ce qu'on va appeler le zéro trust, que ce soit en termes de traçabilité, en termes de moindres privilèges. On va globalement avoir des accès très ouverts quand on va définir des accès VPN.
Et enfin, sur l'audit et la conformité, globalement, ce que j'ai évoqué juste avant, hein, on va donner un accès assez large et on va pas avoir toute la traçabilité derrière qu'on va avoir besoin, que ce soit pour répondre à des directives, hein, comme je l'ai évoqué, mais aussi à des cyberassurances, etc., qui vont demander justement la traçabilité de qui fait quoi sur ces environnements. Pour ça, on a une réponse qu'on appelle le Privileged Access Management, donc le PAM. Le PAM, pour ceux qui ne sont pas familiers, hein, c'est vraiment là pour justement sécuriser. Donc ça, c'est une définition Gartner, hein, c'est pas une définition Beyond Trust, pour fournir justement des accès privilégiés, sécurisés aux actifs critiques, en justement proposant la surveillance de tous les comptes et les accès à privilèges. Globalement, selon le Gartner toujours, c'est deux briques principales, le PAM. Une partie que vous connaissez peut-être, qui est très connue en France, la partie gestion de session et gestion de compte, donc ça s'appelle le PASM, donc il peut connaître aussi sous le nom de Bastion en France, où on va justement par une méthode d'équipement donner des accès qu'on va tracer et par un mécanisme de coffre-fort, on va donner des comptes qui ne seront pas connus par les administrateurs internes ou prestataires. Ça, c'est un peu le PAM historique, hein, vraiment le cœur du PAM de façon historique. Et on a une autre brique du PAM, une autre brique du cœur du PAM qu'on va appeler également l'élévation de privilèges sur les endpoints, le PEDM ou l'EPM selon les définitions, où là, vraiment, on va se positionner directement au niveau des endpoints, donc soit des postes de travail ou des serveurs, pour aller supprimer les droits d'administration. C'est-à-dire que vous avez peut-être aujourd'hui des fournisseurs, des prestataires, même des administrateurs internes qui ont besoin de comptes administrateurs sur leur poste de travail pour une fonctionnalité. Je prends le cas des développeurs qu'on retrouve souvent, par exemple. Ils ont besoin d'installer des applications. Ils ont besoin de développer. C'est normal, c'est leur métier. Par contre, aujourd'hui, un Visual Studio, un Eclipse, tous les logiciels de développement, il faut des droits d'admin. Comment je fais sur Windows, même sur macOS, pour donner un droit d'admin? Sur Windows, j'ai obligé de donner tous les droits d'admin sur ma machine. Les solutions EPM ou PEDM vont être là pour donner des droits justement à la tâche. On va donner aux développeurs le droit d'installer des applications, de lancer Visual Studio, etc. Mais on va limiter ce qu'on appelle le moindre privilège directement sur le endpoint pour ces populations-là. C'était un petit peu une aparté. Aujourd'hui, on va se faire un focus sur la partie gestion de session et comment le PAM justement peut venir sécuriser l'ensemble des sessions pour les prestataires qui vont être concernés. Si je prends un petit peu justement les accès distants, de façon historique, on avait des employés uniquement qui devaient se connecter au réseau interne, donc des employés avec un niveau de confiance élevé, hein, ils ont été formés, ils ont été certifiés potentiellement avec des formations internes d'un point de vue sécurité. On leur donne un accès VPN, on leur fait confiance. La première crainte historique la faille des VPN historiquement, c'était pour pallier au man in the middle. Hein, on chiffrait de bout en bout la connexion des employés aux équipements sur site, aux équipements sécurisés. Progressivement, on a de plus en plus de prestations, de fournisseurs qui ont besoin également d'accéder au réseau interne. On leur donnait des accès VPN également. Le problème, et ce qu'on peut voir récemment dans les attaques, que ce soit Cisco, que ce soit Uber, etc., les attaques, maintenant, ça va non plus compromettre l'accès, ça va compromettre l'humain. Et donc, quand l'humain est compromis, forcément, le VPN n'est plus vraiment utile parce que c'est tout l'accès qui va être compromis. Donc c'est plus de faire confiance à la personne, c'est vraiment, on va devoir faire ce qu'on appelle le zero trust, vraiment tracer tout ce que fait la personne. Pour ça, le PAM et la différence avec le VPN, c'est que cette personne à qui on ne fait plus confiance, qu'on va considérer dans le zero trust comme potentiellement compromise à chaque fois qu'on va leur donner des accès, on va se mettre en coupure. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'accès direct déjà au réseau. On va plus leur donner des accès sur des équipements critiques ou moins critiques. Hein. On va vraiment mettre une solution en coupure qui peut être sur site ou dans le cloud, hein, selon les choix. En général, pour les environnements critiques, on est plutôt sur des infrastructures sur site. Et ensuite, on va avoir plusieurs fonctionnalités pour donner accès au réseau à ces personnes-là. La première, déjà, ça va pouvoir être des workflows de validation ou de notification. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un prestataire va se connecter à un équipement critique, potentiellement, ça va envoyer un mail à un responsable applicatif, que ce soit pour le notifier ou pour lui faire une demande de validation d'accès, en fonction des prestataires, en fonction de la récurrence qu'on va vouloir donner à ces accès. On va pouvoir faire du scan antiviral par des passerelles antivirus. Si on veut autoriser le transfert de fichiers, on va pouvoir bien sûr contrôler tous les fichiers qui vont transiter sur le réseau. On va pouvoir ensuite contrôler plus granulairement à quel équipement je vais donner accès à ces prestataires. Je parlais justement d'ouvrir des réseaux sur les VPN. Là, on va vraiment définir sur la solution tel prestataire, je vais lui donner accès à tel ou tel équipement. Si je veux être encore plus granulaire, je peux aller lui autoriser la ligne de commande sur le Linux ou les applications sur le monde Windows. Mais globalement, un prestataire, à tout moment, je peux lui autoriser ou refuser des accès. J'ai pas besoin d'aller dans une configuration réseau pour aller déplacer des équipements, pour aller faire de la segmentation, etc. On va être de façon logicielle pouvoir granulairement définir des accès avec workflow ou pas justement.
On va pouvoir définir des temps d'accès, bien sûr. Un prestataire, il a peut-être besoin d'un accès pour une durée limitée, que ce soit du lundi au vendredi ou même pour une seule opération. On va pouvoir justement aller définir des temps d'accès pour les différents prestataires. Et l'idée, bien sûr, du PAM derrière, c'est d'avoir toute la traçabilité qui va être associée à cette solution. C'est-à-dire qu'on va avoir ce qu'on appelle l'enregistrement de session. Le prestataire, lorsqu'il va se connecter à un équipement, on va voir globalement ce qu'il va faire. Et on va pouvoir avoir rejoué les sessions, que ce soit en termes de ligne de commande, que ce soit en termes d'action, en termes d'interface graphique. On va avoir toute la traçabilité de ce qu'ont fait les prestataires directement au sein de ces sessions. Donc voilà globalement déjà comment le PAM va entre guillemets se remplacer et permettre de remplacer un VPN pour tout ce qui est accès distant avec des fonctionnalités beaucoup plus granulaires et beaucoup plus sécurité en termes de fonctionnalités. Pour vous montrer concrètement ce que ça peut donner, on va passer une petite démo avec deux scénarios, justement comment un prestataire peut facilement accéder à un environnement client sans agent potentiellement, voilà, tout en restant dans un environnement sécurisé. Et ensuite, un deuxième cas qu'on voit souvent nous chez BeyondTrust, c'est l'accès des vendeurs ou l'accès comment je vais pouvoir collaborer avec un prestataire. J'évoquais tout à l'heure, j'ai un incident de prod, j'ai besoin qu'un prestataire, qu'un vendeur, il vienne récupérer des logs, plutôt que lui donner un accès, comment je vais moi pouvoir travailler avec lui pour qu'il lui donner un accès mais sous surveillance, c'est-à-dire qu'il va travailler avec moi et je vais surveiller en temps réel ce que la personne va pouvoir faire. On voit bien l'écran, c'est parfait. Donc voilà, deux scénarios. Un premier, un accès d'un prestataire, que ce soit un serveur ADP, un serveur Linux ou une page web. Alors je vais faire un petit peu pause. Hop. Déjà le prestataire, hop. On va juste lui donner un accès sur une page web. Il n'a pas besoin d'agent, il n'a pas besoin de VPN de son côté. On va publier un portail web de connexion. Il va pouvoir s'y connecter avec un compte qui va pouvoir être un compte local, qui va pouvoir être un compte Active Directory, Azure AD. Bref, on va pouvoir se brancher sur tous les fournisseurs d'identité classiques. Un prestataire, il va s'y connecter, il va avoir accès à une liste d'équipements. Ça peut être, on peut les ranger par groupe, des serveurs, des équipements. Un petit peu flou de mon côté là, mais bref. On va lui donner un accès à un groupe d'équipements en fonction de son groupe sur l'Active Directory ou sur la solution, globalement, en fonction des groupes qu'on veut lui donner, qu'on veut donner comme accès. Le prestataire va pouvoir simplement accéder aux équipements, c'est un peu flou ici, mais globalement, ça va quand un prestataire va faire une demande de connexion, il est toujours dans son navigateur, il a besoin de rien d'autre, ça va faire une demande de connexion à un équipement et notifier une personne. Et là, hop, je vais faire une petite pause en espérant que ça se défloute. Quand un prestataire va vouloir se connecter, on va ensuite avoir le mécanisme de coffre-fort. Alors, je ne sais pas si on voit très bien sur le grand écran, mais un prestataire, quand il va sélectionner un équipement, il va sélectionner ensuite avec quel compte il va s'y connecter. Globalement, on a deux options. Soit on va lui dire, très bien, moi je t'ai donné des comptes pour t'y connecter, donc tu rentres ton login, ton mot de passe pour aller administrer un équipement. Soit on va pouvoir lui donner une liste de comptes. Ici, il y en a qu'un seul pour se connecter à l'équipement. Le prestataire, il n'a pas besoin, ou le vendeur n'a pas besoin de connaître les comptes présents sur les équipements, les comptes qui vont avoir des droits sur un équipement cible. Et donc là, facilement, le prestataire sélectionne un compte d'accès et ça va le connecter à un équipement. Toujours dans ton navigateur, pas besoin de client RDP, de client d'accès. On est dans son navigateur, ici c'est Chrome. Le prestataire va pouvoir faire ses opérations. Le tout va être tracé pendant ce temps-là. Là, je suis dans mon navigateur. Le prestataire, ce qu'il a besoin de faire en général, c'est aller vérifier des logs, aller vérifier ce qui se passe. Alors là, on voit pas vraiment, mais si je vérifie qui est connecté, je suis connecté avec un compte dont je ne connais pas le mot de passe, un compte qu'on m'a mis à disposition. Moi, le seul compte que je connais, c'est le compte d'accès à la plateforme. Je peux bien sûr aller faire du téléchargement de fichiers. L'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler comme si j'étais en VPN, mais uniquement avec un accès machine, accès système, pour accéder aux différents équipements. C'est pour la partie Windows. On va retrouver également, alors si j'avance un petit peu, dans la liste des équipements, on va pouvoir avoir différents équipements, du Windows, du Linux, du web, etc. On va également avoir la possibilité d'avoir des workflows. J'en parlais tout à l'heure. Là, on n'a pas d'accès direct. Le prestataire, il doit faire une demande d'accès avec une explication et une durée d'accès. Le prestataire ne pourra pas accéder à l'équipement tant que quelqu'un d'interne n'aura pas validé ses accès. Ça plus le cas justement pour des environnements critiques, pour des plages de maintenance. Vous pouvez aller refuser l'accès facilement. Donc là, en parallèle, lors de la démo, j'ai validé l'accès par email. Globalement, une fois que le prestataire aura reçu cette notification comme quoi son accès a été validé, va pouvoir relancer sa demande de connexion. Cette fois-ci, il va pouvoir s'y connecter. On retrouve la notion de coffre-fort. Cette fois-ci, encore c'est un autre équipement. Donc le prestataire, il a différents comptes pour accéder à cet équipement. Cette fois-ci, c'est un environnement Linux. Le prestataire va pouvoir avoir à disposition un compte spécifique à cet environnement pour pouvoir se connecter à cet équipement cible. Et de la même manière qu'on a administré un équipement Windows,
Ici, on va pouvoir aller faire la ligne de commande. Alors, on voit pas vraiment les commandes, c'est un peu petit, mais c'est pas très grave. L'idée, c'est qu'on reste toujours au sein du navigateur et que le prestataire, il n'a pas besoin d'avoir des flux SSH, des flux spécifiques vers les équipements cibles. Avec son navigateur, il peut aller récupérer des logs, il peut aller faire ses opérations pour vérifier un service, etc. Ça, c'est plus pour le système. On a également la partie application web, parce que vous pouvez avoir besoin qu'un prestataire, il a besoin d'accès à une application web, à une console firewall, à une console système, etc. Voire à des pages Office, des pages AWS, des pages Twitter, qui sont vraiment des applications web. Encore une fois, on peut donner des comptes spécifiques pour une application web. Chez BeyondTrust, tout est intégré dans la solution. Vous n'avez pas besoin de composants supplémentaires pour faire du web. C'est le gros atout de la solution, c'est notre navigateur présent sur nos différents composants qui vont directement aller permettre aux prestataires d'aller se connecter à ces environnements web. Comment ça va se présenter? Encore une fois, on va être dans sa session. Je fais une petite pause. Le prestataire, lui, garde son navigateur et on va lui imbriquer un navigateur. C'est-à-dire que là, j'ai ouvert une console Privilege Remote Access, qui est la solution, en mode audit. Donc, je lui ai donné un accès auditeur sur la solution. Il ne peut pas aller naviguer où il veut. Il est vraiment cantonné à l'URL de la solution. Seule chose qu'il peut faire, c'est précédent, suivant ou actualiser, et se balader graphiquement dans la solution. Encore une fois, tout ça, ça va être tracé. Donc, je ne lui ai pas donné d'accès direct sur la solution. Il a un compte auditeur dont il ne connaît pas le mot de passe. Et derrière, je vais pouvoir tracer tous les logs qu'il va récupérer, toutes les actions qu'il va générer sur la solution, que ce soit pour montrer des rapports, pour générer des rapports, etc. Hop, accélérer un petit peu vu le timing. Hop. Donc voilà globalement comment je peux donner très facilement à un prestataire des accès système, donc Windows ou Linux, mais également des accès web en se basant sur mon fournisseur d'identité. L'autre cas d'usage qu'on retrouve souvent, que j'évoquais tout à l'heure, c'est comment j'ai besoin d'un accès vraiment ponctuel d'une personne qui n'est déclarée dans aucun annuaire. C'est le cas des vendeurs, c'est le cas des équipes support qui font du support H24. J'ai ma personne interne, donc cette fois-ci j'utilise le client lourd. J'aurais pu utiliser le client web, c'est pour montrer un petit peu les différents clients. Donc c'est ma console lourde de BeyondTrust qui va me permettre d'avoir encore une fois l'accès à différents équipements. La particularité de mon administrateur interne, c'est qu'il voit les sessions déjà des prestataires en cours. Tout à l'heure, j'ai montré l'accès à une console web. Voilà, je suis connecté en tant qu'administrateur interne, responsable de prestataires. Je peux voir les sessions en cours de mes prestataires. En tant qu'administrateur interne, j'ai accès à plus d'équipements. De la même manière, encore une fois, je peux accéder à un équipement, utiliser le coffre-fort avec mon propre compte ou un compte qu'on m'a mis à disposition pour accéder à un équipement. Donc voilà, j'indique un compte, ça m'ouvre ma session RDP. Donc cette fois-ci, pas dans ma console web, dans ma console lourde, mais les deux sont possibles. On est vraiment ISO fonctionnel. Et le gros avantage qu'on va avoir, donc encore une fois, là, je peux faire mon transfert de fichiers, je peux travailler si besoin. On va avoir la possibilité, alors ceux qui ne voient pas en haut, c'est écrit inviter un utilisateur externe. Inviter un utilisateur externe, c'est une fonctionnalité qu'on donne pas à tout le monde, qu'on va donner plutôt aux administrateurs internes, pouvoir inviter quelqu'un du support qui n'est déclaré dans aucun annuaire. Donc quand je vais l'inviter, je vais lui définir quel droit il va avoir dans ma session. Forcément, il est déclaré nulle part, il a aucun droit par défaut. Donc, on définit des politiques au préalable, les prestataires avec quel droit on va pouvoir les inviter. Ici, j'ai deux politiques, un accès où il aura le contrôle total et un accès où potentiellement il aura uniquement la vision sur ce que je fais. Alors là, pour la démo, j'ai choisi le contrôle total. Je vais lui donner un nom et un commentaire. Forcément, ce prestataire, il est déclaré nulle part. Donc, dans les logs, et pour que ce soit tracé cet accès, je vais lui définir un nom, un commentaire de pourquoi j'ai invité un prestataire externe. Et derrière, ça va me générer un lien d'invitation. Donc, hop, j'ai une petite faute là. Ça va me générer un lien d'invitation. C'est un lien usage unique que je peux envoyer automatiquement par mail ou que je peux copier-coller dans un chat potentiellement. Le prestataire, le vendeur, n'aura besoin de rien d'autre que ce lien pour se connecter à ma session. La contrainte, donc là je passe en mode deux écrans sur la démo. Donc à gauche on va avoir la session du prestataire, à droite ma session qui continue pour mon administrateur interne. Donc le prestataire à gauche il a reçu le lien par chat, par mail, etc. Il clique sur le lien. Ça va lui proposer de rejoindre la session soit avec le client web, soit avec le client lourd. En général, pour un prestataire, il va prendre le client web parce que il n'a pas envie d'installer la console. Ça lui précise que ce lien, il est vraiment à usage unique. S'il se déconnecte, s'il perd la connectivité, il aura besoin d'un nouveau lien parce que d'un point de vue sécurité, le lien, il est disponible que pour une personne. Et donc le prestataire, là, je lui donne le contrôle sur la session. On est maintenant deux dans cette collaboration. Moi, je vois en direct ce que fait le prestataire. J'ai aussi le contrôle de la souris. On est vraiment deux à collaborer dans cette session. J'ai un chat. Hop, j'avance un peu.
J'ai un chat qui va être présent dans la session également pour pouvoir chatter avec mon prestataire. Et surtout, si moi je me déconnecte, ça déconnecte automatiquement le prestataire parce que c'est toujours moi l'administrateur interne, c'est moi le responsable de ma session. Et le prestataire n'a pas à travailler seul sur cette session, c'est vraiment un utilisateur non déclaré dans les annuaires. Si je me déconnecte, ça déconnecte le prestataire. Donc pour conclure rapidement et prendre un peu le terme aussi, le terme à la mode, le zero trust, qu'on va pouvoir sécuriser ces différents accès si on veut implémenter du zero trust pour ces environnements critiques. Déjà le premier cas, on l'a vu, c'est de pouvoir donner des accès facilement sécurisés sans VPN à ces personnes-là. Appliquer le moindre privilège pour les sessions, c'est-à-dire qu'un prestataire, il aura les droits que je veux lui donner, que ce soit des droits avec des droits d'administrateur ou sans droits d'administrateur, temporairement ou de façon récurrente. On va pouvoir protéger le contenu accessible en faisant de la restriction de transfert de fichiers, de l'analyse, que ce soit sur les dossiers accédés ou les applications accédées, de façon très granulaire, pour protéger justement les environnements et le contenu qui va être accédé. Permettre aux employés et aux fournisseurs des accès sécurisés. Là, j'ai présenté le cas d'usage pour des fournisseurs. Ça peut très bien être appliqué pour des utilisateurs internes où je vais pouvoir justement surveiller et granulairement donner des accès aux utilisateurs internes qui ont aussi besoin d'accéder à ces environnements critiques sur site ou dans le cloud. Et globalement, comment je vais pouvoir granulairement définir de la segmentation, non pas au niveau réseau, mais au niveau applicatif. Je vais donner des droits sur les applications, sur les serveurs, à la commande, à la ligne de commande pour les environnements Linux, granulairement, encore une fois, sur ce principe de moindre privilège et de micro-segmentation sur les environnements critiques.